Bonjour à tous, ici Ronan Bonchard sur La Clé du Succès, jeune entrepreneur et cofondateur de Spratic qui vise à faciliter la pratique du sport. Je suis aussi un passionné de la performance, du dépassement de soi et de l'excellence. Alors, comment battre un record du monde à presque 40 ans, obtenir une médaille olympique à seulement 20 ans, permettre à une équipe en quête de résultats de tout gagner, ou comment devenir la première femme championne d'Europe, championne du monde, championne olympique la même année? On vous dit tout dans La Clé du Succès, où je vous propose d'échanger avec des coachs, des entraîneurs, des mentors ou encore des chorégraphes qui font briller des équipes et qui aident des personnes à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Ils vous permettent de dépasser vos limites, casser vos barrières psychologiques, se surpasser pour atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. Ces personnalités extraordinaires me dévoilent en quelque sorte leurs recettes, leurs secrets qui leur ont permis d'atteindre un réel succès avec les personnes qu'ils entourent. Alors je ne vous en dis pas plus et j'espère que ces échanges vous inspireront et que cela vous permettra peut-être d'obtenir le meilleur de vous-même. Merci à tous d'être ici pour écouter ce nouvel épisode de La Clé du Succès. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Mayonade qui vient discuter avec moi sur le podcast. Emmanuel cumule les titres depuis qu'il entraîne dans le monde du handball, plusieurs championnats et Coupe de France remportés, élu meilleur entraîneur à plusieurs reprises sur le championnat français et au niveau européen. Et comme si ce n'était pas tout, il est également champion du monde avec l'équipe des Pays-Bas qu'il dirige. Il est actuellement aussi entraîneur du club de Metz handball féminin, mais son histoire de coach a commencé beaucoup plus tôt lorsqu'il est propulsé à la tête d'une équipe de D1 de handball à la suite d'un drame familial. Véritable autodidacte dans le monde du handball féminin, Emmanuel nous détaille un peu ses recettes d'entraînement et nous fait entrer un peu plus dans les coulisses du titre mondial qu'il a remporté l'année dernière. Il nous livre aussi toutes les difficultés en tant que joueuse de handball à devenir maman tout en continuant sa carrière professionnelle. Et enfin, vous verrez, on sent que le but d'Emmanuel, c'est aussi, et c'est peut-être sa patte, de donner du plaisir à son équipe. Car comme il le dit, il essaye de mettre de la légèreté dans le quotidien des joueuses. Je vous laisse maintenant découvrir cette discussion très inspirante avec Emmanuel Mayonade. Bonjour Emmanuel, Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Si tu es d'accord, je vais commencer par te présenter brièvement pour mettre les auditeurs dans le contexte. Pas de souci, vas-y. Alors Emmanuel Mayonade, tu es né le 12 juin 1983. Parfait, c'est ça. Tu as été l'entraîneur le plus jeune à coacher une équipe de D1 de handball à seulement 23 ans. Et à 37 ans aujourd'hui, tu cumules déjà 4 titres de champion de France. Tu es 3 fois vainqueur de la Coupe de France avec 2 clubs différents. Tu es élu 5 fois meilleur entraîneur français avec 2 équipes différentes là aussi. Meilleur entraîneur en Ligue des Champions. Tu amènes d'ailleurs pour la première fois un club français en demi-finale. Et comme si ce n'était pas assez, tu es également champion du monde en tant qu'entraîneur de l'équipe des Pays-Bas. Alors on peut considérer que tu es un des meilleurs entraîneurs français actuels dans le handball, et je dirais même meilleur entraîneur international, puisque tu viens d'être sacré, j'ai vu il y a quelques semaines de ça, meilleur entraîneur du monde de l'année 2019. Alors j'ai une première question qui me brûle les lèvres, car tu es entraîneur à succès avec les 2 équipes, l'équipe de Metz, mais aussi avec l'équipe des Pays-Bas. Comment arrives-tu à gérer les 2 postes à l'excellence? Est-ce qu'il y en a un qui prend le dessus ou pas? Alors, merci pour la présentation. La seule certitude là-dedans, c'est la date de naissance. Hein. Pour le reste, je te laisse et tout est sujet à discussion tout le temps, bien sûr. Non, il y a aucune des structures qui prend le dessus vraiment. Alors, j'espère que mon président de Metz ne sera pas triste de l'entendre et que du côté des Pays-Bas, ils ne le seront pas non plus, même si, excusez-moi, j'ai pas de certitude qu'on t'écoute par là-bas. Non, en fait, tout est question pour moi à chaque fois de priorité, de temporalité et de nécessité à répondre à court, à moyen ou à long terme aux problématiques qui sont posées et qui sont rencontrées. Avec Metz, je suis très très souvent dans l'instantané et dans la nécessité à répondre au jour le jour. La plupart du temps, j'entends bien. Quand j'ai le sentiment qu'il y a une demande qui est pas corrélée à l'actualité immédiate, ça peut m'arriver de la mettre en stand-by et puis de me dire, OK, il faut qu'il réponde d'ici 2-3 jours ou 4 jours ou j'ai une semaine effectivement pour y répondre parce que parfois, bien sûr que ça peut aussi arriver même dans une structure comme celle de Metz Handball. Alors, c'est a priori des problématiques qui sont pas d'ordre sportif, hein, puisque là,
ça va très très vite. Mhm. Et avec la sélection, c'est un peu pareil. Hein. Parfois, j'ai des demandes le matin auxquelles je mets un sincère point d'honneur à répondre dans l'urgence, dans l'heure, dans les 2 heures, dans la journée. Parfois, j'ai le sentiment qu'il y a des demandes qui peuvent attendre la fin de semaine. On est mercredi, je me dis, ben, ok, j'y répondrai ce week-end. Et puis parfois, là encore, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps. Alors, si je devais donner un exemple, c'est, je sais pas, avec la sélection, j'ai la liste à donner pour le mois prochain. Voilà, je sais que j'ai encore 15 jours, on va dire, pour la peaufiner et régler quelques détails et puis faire une liste un peu plus ouverte. Et par contre, après, bah, effectivement, je réponds à cette problématique-là 2-3 jours avant parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc, concrètement, j'ai ça en tête. Toutes les semaines, tous les 15 jours, j'essaie de l'affiner au fur et à mesure, d'avoir dans ma tête et sur papier une liste un peu plus élargie. Et plus on va avancer, plus je vais la rétrécir. Et puis par contre, voilà, parfois, avec la sélection, j'ai une blessée qui arrive de dernière minute ou dernière seconde. Ben je l'appelle de suite. C'est une problématique à régler, Oui. à régler pour moi d'urgence. Donc voilà, j'étais peut-être un peu long, pardon, mais tout est question de priorité effectivement, et puis de timing et de nécessité à y répondre en urgence ou pas. Oui, du coup, t'as pas de temps vraiment consacré avec des plages horaires consacrées à une équipe ou à une autre. C'est au fur et à mesure, c'est un peu mélangé. Tu peux me décrire d'ailleurs une semaine type d'entraînement pour toi? Bah, j'imagine que t'es la plupart de ton temps à Metz. Ouais. Bah alors ça dépend après, c'est toujours pareil. Hein, si c'est effectivement une semaine type Metz handball ou si c'est pas une semaine type Metz handball, c'est-à-dire est-ce que je suis sur la structure ou pas, en Mhm. considérant que j'y suis quand même la plupart du temps, bien sûr. La semaine type Metz handball, elle est corrélée à est-ce qu'on joue une fois, est-ce qu'on joue 2 fois ou est-ce qu'on joue pas cette semaine-là. Par exemple, ma semaine prochaine, on s'entraîne 9 fois. On n'a pas de match. On a juste voulu faire une opposition interne dans des configurations type match officiel. Il y a juste des modalités de temps qui changeront un petit peu, mais on va faire venir un arbitre en fin de semaine pour essayer de réguler au mieux les choses et faire en sorte que le staff et moi on soit pas au four et au moulin dans la commande technique et puis aussi dans l'arbitrage, parce que parfois ça te pompe un peu d'énergie et d'intellect d'avoir à arbitrer aussi vraiment. Ouais. Avec Ball, la semaine sera chargée parce qu'on va beaucoup s'entraîner. On a la volonté la semaine d'après, d'inverser un tout petit peu le rapport entre le contenu physique et le contenu handball. Le contenu physique prenait le dessus sur toutes nos semaines jusqu'à présent, et la semaine prochaine, on va justement réinverser et commencer à réinverser. Donc, on aura plus de séances handball que de séances Physique. physiques, courses, musculation, renfort, préventif, etc., etc. Donc, c'est la première semaine qui sera comme ça. Et puis c'est le moment aussi de multiplier les entretiens individuels. Donc, je dois voir toutes les joueuses. On est 18 la semaine prochaine. D'accord. Tu Donc, fais des entretiens individuels avec chaque ouais, chaque joueuse. ouais, la semaine prochaine, ouais. Donc, l'idée, c'est de prendre à peu près entre une demi-heure et 3 quarts d'heure par joueuse. L'idée, c'est de les entendre sur leur ressenti sur les premières semaines d'entraînement. Et puis, c'est surtout moi aussi faire un premier point, de dire, bah, écoute, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, tu vas pouvoir faire mieux là-dedans. Qu'est-ce qui, pour toi, n'a pas fonctionné? Comment on peut te mettre dans les meilleures prédispositions pour avancer et faire que cette deuxième partie de prépa soit encore un petit peu meilleure que la première. Donc voilà. Et puis après, il y a les entraînements handball, etc. On va faire des situations collectives et aussi 2 entraînements orientés un petit peu plus technique individuelle, etc. Parce que dans la planif, on avait fait le choix d'accorder beaucoup d'importance à la prépa. Et donc le préparateur physique avait énormément de place dans le début de prépa et dans la planif telle qu'on l'avait anticipé. Et quand on a pu faire du handball, eu égard des changements, on a souhaité passer assez vite à 6 contre 6. Et donc voilà, c'est pas un pas en arrière, c'est un pas de côté pour dire ok, par contre maintenant il faut aussi réguler des attitudes individuelles. Donc voilà, on va trouver l'équilibre sur cette semaine-là. Voilà un petit peu la semaine Metz handball, ma semaine Metz handball la semaine prochaine, ou ma semaine handball la semaine prochaine. Ok. Et du coup, bah, grâce à cette préparation et ces entraînements, tu gagnes beaucoup, comme je l'ai dit au début de l'interview. Il y en a certains qui doivent peut-être t'attendre au tournant. Est-ce qu'il y a une pression sur tes épaules ou pas du tout? Comment tu la gères s'il y en a une? Il y en a pas, il y en a pas. Je sais que parfois ça a été mal entendu, sans méchanceté aucune bien sûr, mais j'ai toujours dit que j'ai le sentiment que j'aurais jamais une pression plus conséquente que celle que j'avais quand j'entraînais à Amiens. Alors ça fait légitimement sourire et moi je l'entends aisément et c'est super.
Mais à 23 ans, quand mon papy m'a donné la responsabilité d'entraîner l'équipe première de Mios, bien évidemment que j'étais pas prêt. Il a fallu le faire parce que c'était une nécessité familiale presque, que de dire ben écoute, on a 0 € à mettre dans le poste d'entraîneur de handball de LFH. C'est ok pour prendre cette responsabilité là. Ben, c'était parti quoi. Sauf que du coup la nécessité à rendre fiers les gens qui t'entourent, les gens qui t'ont fait, c'est quelque chose qui est juste énormissime et très très dur à supporter. On jouait le samedi soir à Biganos. Le dimanche, on mangeait tous ensemble, quoi. Donc, on passait 3 heures à table. On me disait, ouais, pourquoi t'as fait jouer elle et pourquoi t'as pas fait jouer elle et qu'est-ce qui s'est passé là et pourquoi. Et cette pression-là, que je retrouverai vraisemblablement plus jamais, c'était celle-là la plus dure à supporter. Maintenant, à Metz, bien sûr que j'en ai. Avec la sélection des Pays-Bas aussi, bien sûr que j'en ai. Mais je la relativise très, très vite par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Même si je le dis, hein, ça tape fort quand on joue un match, quand on le gagne, quand on le perd surtout. Mais voilà, souvent j'arrive à me dire, hey, t'inquiète, hein, t'as connu pire et le handball de Mios avec les comptes rendus à faire tous les dimanches, c'était extraordinaire quoi. Et puis bon, c'est une petite anecdote, elle vaut ce qu'elle vaut, mais moi je l'adore. Mon papy qui était donc mon président de club à cette époque-là. Roger Mayonnatte, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Le dimanche matin, quand le journal arrivait à 8h, de 8h à 10h30 jusqu'à que j'arrive chez lui, il était en train de calculer le classement et les points à prendre sur les matchs d'après. Donc, il faisait ces petites simulations et concrètement, on était à un niveau où on pouvait être à la journée 15, il en restait 15 à jouer et il faisait, OK, celui-là, le prochain, on reçoit. Ok, on reçoit, on va gagner. Eux, ils sont là, ils vont perdre. Et puis, il était capable comme ça sur les 15 prochaines journées d'avoir fait l'évaluation et les pronostics de toutes les autres équipes et dire, ok, si on garde ce rythme-là, à la fin de l'année, on est 5e, quoi. Et je dis, putain, ouais, super. Donc, il faisait un scénario optimiste, un scénario pessimiste. Et comme il était de nature pessimiste, parfois, enfin, tout dépendait en fait de son état d'esprit, mais du coup, parfois, je me trouvais champion de France. Je disais, oh, papa, attends, t'es sûr que ah ouais, mais il reste une journée, donc je me disais, putain, attends, en avion, on n'en sera pas là. Et donc, c'était extraordinaire de voir ça. Après, à la limite, quand j'ai pris l'équipe nationale des Pays-Bas, je me suis dit, là, c'est sûr que si on se plante, on va dire, mais peut-être qu'à Metz, il est juste dans un environnement favorable à son épanouissement. Et Oui. après, je l'ai toujours dit, c'est pour ça qu'il faut du caractère et il faut s'accrocher, il faut laisser le temps au temps, parce que ma première année, elle a été dure à Mios, vraiment. Et on finit 3e du championnat. Et ce qui se passe cette année-là, c'est qu'on fait 9 matchs en étant vaincu en fait dès le départ. Et du coup, bien sûr que ça permet de crédibiliser des choses, mais c'est stupide hein, parce que assurément, je suis un meilleur entraîneur aujourd'hui que je l'étais bien évidemment il y a 13 ans à Bios. Et pourtant, j'arrive à mettre sous silence énormément de lacunes qui étaient les miennes juste parce qu'on gagne des matchs quoi. Et c'est pour ça que des fois, ça me fait chier que les entraîneurs ne soient jugés qu'à leurs résultats. Bah, bien sûr, parce que cette année-là, franchement, j'avais des failles énormissimes. On en reparlera peut-être, mais je mettais 4 heures pour préparer mes séances d'entraînement. Je me levais à 8 heures, j'étais enfermé dans mon bureau de ma chambre parce que j'avais pas de bureau au club. Donc, et puis je me mettais 4 heures pour préparer une séance d'entraînement qui allait durer 1h30 le soir. Et puis, on avait les résultats. L'équipe était excellente, hein, excellente aussi. J'avais la chance d'être accompagné par des joueuses, notamment une qui m'a énormément accompagné, qui m'a énormément fait progresser par sa volonté aussi de me déstabiliser et le soir de mettre à mal mes lacunes dans l'entraînement, à me dire mais pourquoi on fait ça et pourquoi. C'est ce qui fait que je mettais 4 heures à préparer mes. Oui, tu te poses énormément de questions. Ouais, bien sûr. Hein. Et parce que je voulais être sûr le soir d'avoir les réponses à lui donner. Et ouais, avec les Pays-Bas, donc du coup, c'est vrai que quand j'ai pris l'équipe, j'ai dit j'ai plus à perdre qu'à y gagner parce qu'il y a quand même plus de chances que je fasse moins bien que ce qu'elle faisait avant. Oui. Mais bon, du coup non. Mais bon, voilà, c'est corrélé à plein de choses aussi. Voilà. Bah alors, du coup, tu parles de cette préparation où tu les préparais pendant 4 heures au début de ces matchs. Alors, j'ai eu justement des échos où j'ai surtout lu aussi que, comme quoi tu étais très travailleur, tu ne laissais rien passer. Est-ce que tu te sens, toi, très travailleur? Quel est le truc qui te différencie? Tu penses quelle est ta patte d'entraînement, de préparation?
Ouais. Je sais pas vraiment, tu sais, c'est toujours quelque chose qui est très sincèrement complexe à dire. Euh, Très travailleur, du coup, l'idée c'est toujours pareil, c'est par rapport à qui, à quoi, à quand, comment, etc. Donc je sais pas souvent. Une fois, j'ai été marqué dans mon expérience d'entraîneur. On joue un match qui est très très important. Alors je donnerai pas trop de détails non plus, mais on joue un match très important. À la fin du match, il y a un VIP et puis les entraîneurs sont censés prendre la parole et puis l'entraîneur d'en face dit on mérite cette victoire, je pense, parce qu'on a énormément travaillé toute la semaine. Et là, j'ai pris un coup et je dis putain, attends, mais qu'est-ce que c'est cette connerie Il ne sait pas ce que moi j'ai fait toute la semaine. Hein. Parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir énormément travaillé toute la semaine, quoi. Et plus encore que ça, ça fait 6 mois qu'on travaille, quoi. Et que franchement, j'ai l'impression qu'on est irréprochable là-dessus. On s'est engagé plus que j'ai jamais l'impression qu'on soit engagé en amont. On perd ce match-là. Et ce que j'entends, c'est on le mérite parce qu'on a plus travaillé. Et j'ai dit putain, la notion de travail et de mérite, elle est très très relative, quoi. À mon avis, il faut faire énormément attention à la façon dont tu l'utilises. Je ne sais pas ce que font les autres, pour le coup. Je sais ce que je fais. Je travaille. Bien ou pas bien, je ne sais pas encore une fois, mais oui, je passe du temps sur ce que je fais, sur la préparation des matchs, la préparation des entraînements, la préparation d'entretiens individuels, les retours. J'essaye effectivement d'être très très vigilant sur le détail. Je sais pas, c'est un peu brouillon comme réponse, mais voilà, beaucoup de pudeur par rapport à la notion de travail et de mérite, parce que à la limite, je suis sûr ou j'imagine qu'il y a des entraîneurs qui perdent contre Metz et qui travaillent aussi énormément. Donc voilà. Ok. Juste avant alors on a parlé beaucoup de ton arrivée à Mios, de ta famille un petit peu. Avant d'aborder toute cette partie un peu rétrospective, il y avait une dernière question que je voulais aborder. C'était pendant tes entretiens individuels, justement, ça me fait réagir parce que j'ai lu dans une interview que tu disais qu'il était rendu terriblement complexe pour une femme sportive de haut niveau de faire un enfant et qu'en 15 ans de carrière, tu n'as eu la responsabilité que de seulement 4 joueuses mamans. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez facilement en équipe? Est-ce que tu l'abordes justement pendant ces entretiens individuels? Ouais, en fait, tu vois, encore une fois, c'est pareil. Hein. C'est Mios, hein, c'est Mios qui m'a développé peut-être cette sensibilité, je sais pas, mais cette nécessité à prendre en considération aussi les besoins des sportives de haut niveau. J'ai eu Myriam Korfantibor qui a été une star et pour moi une femme et une joueuse fondamentale dans ma carrière qui très vite a eu des jumelles dont on parlera tous et toutes très 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 bientôt aussi handballistiquement parlant. Et Myriam a été ma première maman joueuse à gérer. Alors c'était fou hein, parce que j'en parlerai pas là, mais j'ai été permissif à un point où personne ne peut s'imaginer dans l'accompagnement que j'ai pu avoir à son égard. Après j'ai eu Maureen Zuccaro, puis après j'ai eu Agata Chenes-Pukalovic qui était aussi une joueuse de performance. Donc il y a eu 3 joueuses déjà à Mios dans ma carrière, en espérant n'oublier aucune. Je crois pas. Et voilà. Et donc après j'arrive à Metz et euh, et 15 ans plus tard, un petit peu moins, ça choque encore les gens et c'est toujours très très complexe. Mais je pense que c'est le système qui est très très mal fait. Comparativement, il y a qu'à prendre les joueurs de première division handball qui sont pères de famille. La stat elle est énormément plus conséquente et plus fournie que les joueuses de son maman. Mais à côté de ça, il y a bien sûr des vérités. Il faut s'arrêter quand on est une joueuse de haut niveau. Et je pense que l'accompagnement à cet égard-là, il est catastrophique. Alors, je m'en veux des fois de parler de ça parce que j'ai pas de solution. Je dénonce juste et je constate. Mais c'est très, très complexe. Je vais t'expliquer rapidement les problématiques qu'on a pu avoir avec Metz Handball. Les joueuses sur lesquelles on a entendu un deal étaient des joueuses qui étaient à Metz Handball depuis longtemps. Par exemple, quand Laura Gloser, elle s'entend avec le président et que elle signe un contrat de 3 ans et que dans l'idée, alors je travaille pas trop de secret parce que j'ai entendu déjà en parler ouvertement, mais quand elle signe son contrat, Laura, et que dans le deal, il a entendu ça, bah tous on se dit, bah oui, en même temps c'est Laura, c'est une star, elle reviendra parce que c'est une compétitrice, on a la certitude ou la quasi-certitude qu'elle reviendra. Et puis derrière, elle aura encore un an de contrat à rentrer avec Metz, donc elle va se dépouiller, ça va être super, le risque il est archi minimisé, etc. Mais à la limite, ce sur quoi il faut travailler, c'est pas
c'est pas des joueuses du niveau de Laura Glauser, c'est toutes celles qui ont un niveau un peu moindre, dont l'accompagnement il est peut-être un peu moins bien fait, mais les difficultés, Roland, elles sont énormissimes parce que tu vois, ok, le deal il est fait, les filles elles ont envie de devenir maman, c'est super. Il faut les encourager ou les accompagner, pardon, plutôt là-dedans. Le mot encourager, il n'a pas de sens. Les accompagner dans leur démarche personnelle, ok. Sauf qu'après, on n'a pas de certitude non plus sur le moment auquel elles vont réellement tomber en scène, quoi. Laura Glauser, on s'était mis un petit deal tous pour dire, ok, si Laura l'avait dit, hein, si je suis pas enceinte à cette période-là, j'ai trop d'échéances pour l'accepter plus tardivement. Donc nous, on avait réfléchi à plein de jokers. Donc, ok, on avait un joker. Et puis ce joker-là dit, désolé, moi je peux plus attendre parce que Laura n'était pas encore enceinte. Ok, on perd un joker. On en a un deuxième. Ok, tac. Jusqu'au moment où cette fille-là dit, je suis désolé, moi je peux plus vous attendre parce que. Donc c'était deux jokers de très bonne qualité sportive. Et puis d'un seul coup, Laura dit, ça y est, je suis enceinte. Putain, nous on n'a plus personne, quoi. Nous on n'a plus de joker de qualité maintenant pour remplacer. Et ce qui se passe, c'est qu'on prend un joker de qualité moyenne. Et puis tout le monde tombe sur la gueule en disant putain, ils pouvaient pas le prévoir. Ils savaient que Laura elle sera enceinte. Ah ouais, vous êtes gentils les amis, mais quand elle va l'être, quoi? Quand elle va l'être? Donc c'est difficile. Donc on prend un joker de qualité moyenne et pendant les 6 mois, chaque fois qu'il y a un match et que cette fille elle rentre de qualité moyenne parce que c'est son niveau, tout le monde dit putain, un club comme Metz, comment c'est possible de pas. Putain, des fois j'aurais vraiment envie, tu vois, d'avoir tout le monde en face de moi pour dire écoutez, la situation elle est pas aussi simple que vous là. Vous l'imaginez, Laura, on a tout fait pour, on a laissé passer 2 opportunités d'un très très bon niveau, et puis il se passe ce qui se passe parce que Laura, elle n'a pas eu l'opportunité de tomber enceinte quand elle l'a voulu, au moment où elle a rêvé presque, etc. Après, elle s'était mis une fenêtre large, mais donc voilà. Donc ça, c'est complexe pour la joueuse et pour le club bien sûr parce qu'il faut trouver quelqu'un, etc. Après, j'entends, oui, mais la sécurité sociale prend en charge l'indisponibilité de la joueuse. Oui, mais pas tout, encore une fois, pas tout. La mise à disposition d'un logement pour la joueuse, il n'est pas pris en compte par la sécurité sociale. Donc, c'est de l'argent que le club continue à dépenser. S'il y a une voiture de fonction que les clubs mettent aujourd'hui de plus en plus à disposition des joueuses, à un moment donné, la Sécu dit pas, ok, ta voiture là, tu vas la rendre à ton club et puis non, la voiture de fonction, elle appartient encore à la joueuse. Donc, si on prend un joker, il faut payer un loyer, ce qui n'est pas remboursé. Il faut payer une joueuse, ce qui n'est pas remboursé. Donc, je le dis, c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est de l'argent qui est à nouveau dépensé, en sachant que derrière, comme les timings sont pas précis, on peut pas prendre une joker comme on le voudrait ou quand on le voudrait, etc., etc. Et puis après, les clubs sont parfois réticents pour ces petites raisons que j'ai évoquées. Et puis derrière, les clubs sont un peu circonspects sur les modalités de reprise d'activité de la joueuse. Elle va être motivée, pas motivée. Elle sera en forme, elle sera pas en forme, etc. C'est ce qui fait que parfois, moi, je pense qu'il faudrait encadrer la chose, mais je pense qu'il faudrait agrandir la fenêtre contractuelle de la joueuse. Ok, t'es enceinte, t'es prolongée. Après, il faut en appeler à la bonne foi des joueuses, mais putain, qui n'a pas envie de retrouver une activité de handballeuse normale, en forme, etc. Alors après, oui, elle aurait peut-être pas envie de reprendre vite parce qu'elle aurait encore son contrat. Je sais pas, Roland, j'ai pas de solution réelle, mais voilà. Oui, comme tu dis, si les clubs élargissent aussi cette fenêtre, peut-être que les joueuses vont être beaucoup plus à même d'en parler librement et Bien sûr, bien sûr. Tu sais, franchement, c'est ce qui fait que je le dis tout le monde, mais des fois on prend pour un fou. Le club de Metz, il est super, le président, il est extraordinaire, et les joueuses, elles viennent en parler au bureau, elles disent voilà, président, j'ai envie de. Ok, on va voir comment c'est possible, on va voir ce qu'il est possible de faire, etc. Il n'y a pas de pression, je le crois. N'empêche que on n'est pas meilleur que les autres. Hein. Il y a des cas où on s'est dit waouh, là c'est compliqué, quoi. C'est pas simple en tout cas. Parce que peut-être que la joueuse avait un âge plus avancé que celle dont j'ai parlé précédemment. Peut-être que les certitudes, personne ne me voit, mais j'ouvre les guillemets, de reprise sont peut-être moins avérées que Laura Glauser, qui avait des exigences personnelles en balistique très très fortes, des compétitions internationales, des Jeux Olympiques, des Final Four, etc., etc. Mais n'empêche que, moi je crois qu'il faut
il faut cadrer un truc parce qu'aujourd'hui, franchement, elles sont laissées à l'abandon. Si elles veulent reprendre ça, il faut qu'elles soient dans un club depuis longtemps, blablabla. Bla, 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 bla. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Voilà, moi je le dis. Ce que j'adore, par contre, pour le coup, c'est que Laura Gloser, elle a réussi à revenir à un super niveau. Laura Gloser, elle était avec nous à l'entraînement en musculation une semaine avant qu'elle accouche, hein, quand même. Mais par contre, ça n'a pas effrayé un club de niveau a priori supérieur à celui de Metz Handball que de la recruter cette année. Moi, je trouve sympa. Alors, Gior avait été permissif sur la maternité avec Gorbic, qui était sa star. Hein, donc, à mon avis, c'était compliqué de dire non. Mais je suis content de voir aujourd'hui que c'est peut-être, je dis bien, c'est peut-être un pas. Alors, c'est pas un club qui a accepté de vivre la maternité de Laura Gloser, etc. N'empêche que c'est quand même un club de très haut niveau qui a accepté d'avoir dans son effectif une joueuse qui avait la responsabilité d'un enfant. Donc, c'est peut-être un début, même s'ils n'ont pas eu à subir l'indisponibilité, etc. Alors, c'est peut-être malin juste de leur part et c'est très stratégique. Mais je vois que Bucarest a pas eu peur de prendre Siraba Dembélé, qui est quand même maman de jumeaux, jumelles, pardon, je sais pas exactement. Donc voilà. Mais après, c'est pareil, attention, c'est peut-être très, très malin de dire, nous aussi, on est OK, on est ouvert quand tu prends la partie peut-être la plus aisée, de payer le nounou, etc. Je sais pas du tout. Mais voilà, j'ai envie de penser encore une fois que c'est peut-être un bon signe malgré tout, quoi. Ok. Du coup, on en a parlé tout à l'heure de toute la famille qui t'entourait, qui était dans le handball. Donc, on a parlé un peu de ton grand-père Roger Mayonade. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes envies quand tu étais petit? Est-ce qu'il y a eu une influence de ta famille vers le handball? Qu'est-ce que tu avais envie de faire, toi, petit? Tu sais, des fois, je me dis si mes parents et mon environnement familial ne m'avaient pas bercé là-dedans, qu'est-ce qui serait advenu de moi? Alors, j'aurais trouvé ma voie et je l'aurais construit en amont, bien évidemment, mais bien sûr que l'influence de ma famille, elle est énormissime. Mon papy était président fondateur d'un club de handball. Sur une anecdote incroyable, hein, un jour, il est convoqué à l'école municipale de Mios, en présence de deux de ses fils. Et comme ils étaient voilà pas très studieux, alors ils étaient jeunes, hein, très très jeunes. Hein. C'était l'école municipale, je pense qu'ils devaient avoir 12-13 ans. Il est convoqué, il pense que c'est encore une fois pour un écart de conduite. Et puis quand il arrive devant tout le monde, il y avait la présence du maire, des instituts, etc. Le maire prend la parole et dit voilà, Monsieur Mayonade, vos enfants m'ont fait écho que vous étiez OK pour créer une association, un club de handball, etc. Il avait jamais entendu parler de handball de sa vie, lui qui était plutôt un footballeur. Ouais, du coup, devant le truc, il dit oui. Alors après, il faut réguler les modalités, mais il n'avait jamais entendu parler de ça, donc les modalités, il n'y en avait aucune. Et ça se lance comme ça. Mes parents se rencontrent dans ce club de handball-là, puisque mon papa était le fils du président fondateur, donc ma maman a été juste une licenciée inscrite, et mes parents se rencontrent là-dedans. Donc après, bien sûr que ça génère des choses. Je pense que dans la famille, tout le monde, j'ai énormément de cousins-cousines. Hein. On est 16 cousins-cousines dans le clan famille Mayonade, donc tous ont eu une licence. Les meilleurs ont continué un peu plus longtemps, les moins bons sont arrêtés très très vite, mais tout le monde a eu cette licence-là. Et derrière, bien sûr que ça s'enchaîne. Et puis voilà. Et l'influence, elle est énormissime. Pour en dire encore un tout petit peu plus sur une minute deux, j'étais très studieux. J'ai fait quelques sélections, les sélections départementales, les sélections d'Aquitaine. En sélection d'Aquitaine, la petite anecdote veut que j'étais entraîné par Laurent Bezeau, actuel entraîneur de Brest, donc c'est assez mignon. Et ce qui est encore plus génial, je pense, c'est que Laurent Bezeau, qui était aussi l'entraîneur du pôle espoir de Talence, près de Bordeaux, que j'avais eu donc pendant 1 an et demi en sélection d'Aquitaine, refuse mon entrée au pôle pour des considérations sportives vraisemblablement, me considérant pas assez bon, donc il me refuse. Et derrière ça, pendant 3 ans, je vais m'entraîner avec l'équipe féminine de Mios. Donc, c'est-à-dire que concrètement, sur ma 15e, 16e et 17e année, ou 16, 17 et 18, je sais plus exactement, tous les soirs, mon tonton, qui était à l'époque entraîneur de Mios, vient me prendre à la maison 5 fois semaine à 17h ou 17h30 ou 18h. Il me prend à la maison, j'étais dehors, on va s'entraîner, je fais ma séance et il me ramène. Et ça, pour le coup, on pourrait en parler pendant des heures, mais ça, c'est vraiment ce qui a
déclenché chez moi cette passion de l'entraînement. Mon tonton me briefait sur ce qu'il allait faire pendant l'entraînement, sur les attentes qui étaient les siennes, avec la pression inhérente de les filles qui peuvent s'entraîner ou pas, les blessés, les pas blessés, la pression du classement aussi. Je voyais la séance, je la vivais, j'entendais des retours des filles, contents, pas contents, les filles qui étaient hyper en colère ou pas par rapport au match joué, pas joué. Et puis le soir, je rentrais. Il me faisait écho de sa séance, comment il l'avait perçu, les filles qui l'avaient réussi ou pas. Et ça, pour moi, ça a été un enrichissement humain, professionnel monstrueux, quoi. C'était pour moi, voilà, j'ai souvent l'impression que je suis quelque part un autodidacte, pas de carrière de joueur à très très haut niveau, enfin à haut niveau, pardon. Mais voilà, ça c'était un truc assez énormissime. Donc, donc à 15-16 ans, t'avais déjà le pied dedans en fait. En fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand je suis lancé à 16, 17, 18 ans dans ce parcours quotidien, je ne m'imagine pas entraîneur. Je prends, j'entends, je note beaucoup par contre, vraiment. Mais c'est juste, je sais pas, ma curiosité ou bon, je note des trucs. D'ailleurs, parfois, ça m'arrive. Là, on a nettoyé un peu chez mon papa cet été, enfin pendant le confinement, et j'ai retrouvé les notes, et c'était juste hallucinant. Et donc voilà, à ce moment-là, je m'imagine pas entraîneur. Et en fait, comme j'ai pas encore de recul sur l'architecture des formations d'entraîneur, je sais pas encore ce qu'il faut que je fasse ou pas pour être entraîneur. Et puis, c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tard aussi. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé un peu à comprendre, à 22 ans par exemple, j'aurais bien aimé ne jamais être entraîneur et j'aurais bien aimé que mon tonton le soit à vie. Après, c'est un malheur, hein, il est décédé quand j'avais 22 ans. L'anecdote malheureuse fait que j'ai eu mon brevet d'état premier degré, qui est aujourd'hui le diplôme permettant à chacun d'exercer en contrepartie d'une rémunération, puisque sinon t'as pas le droit pour le coup. Donc c'est presque ce qui me met dans le pied dans l'entraînement professionnel. Mon tonton décède à distance le jour où j'ai effectivement ce diplôme-là. Tout le monde a voulu y voir un signe. J'y vois un signe effectivement assurément malheureux. Et j'aurais préféré ne jamais avoir cette carrière-là et cette opportunité-là et le laisser en vie, bien sûr, même si les choses sont pas corrélées. C'est évident aussi. Mais voilà, donc je l'imagine pas. Donc ça a été mon mentor sans le savoir, et moi aussi. Je l'imaginais pas comme ça. C'était mon tonton juste pour le coup. Et après aujourd'hui, je me rends compte que dans le métier d'entraîneur et dans la façon dont je conçois l'activité, oui, je me retrouve énormément. J'essaie de mettre de la légèreté dans le quotidien. Alors lui, il le faisait parce que il avait des joueuses qui travaillaient toute la journée. Et le soir, il fallait qu'il arrive, qu'il récupère des gens qui étaient au bureau depuis 8h jusqu'à 18h et il entraînait après. Donc il avait cette insouciance, cette volonté d'être très très léger dans ses contenus de séance, de mettre de la vie, etc. Et moi aujourd'hui, j'ai la même ambition parce que même si on s'entraîne, même si personne travaille la journée ou personne n'a une autre activité, je trouve que c'est dur ce qu'on fait, ce que les filles elles font. On se voit énormément, on s'entraîne 2 fois semaine, la plupart du temps on voyage, des fois on part 3 jours. L'année dernière, avec mes handball, ça nous est arrivé de partir du lundi au dimanche. Du lundi, au lundi d'après, parce qu'on a mangé 3 déplacements, donc c'est des trucs de malade. Donc là-dedans, je me retrouve. On commence 90% de nos séances d'entraînement par un jeu d'échauffement. Et ma seule ambition, plus encore que presque parfois que de la corréler à mon contenu de séance d'après, c'est aussi parfois mettre un peu de légèreté et dire, OK, on va s'amuser un peu, quoi. On va mettre 10 minutes de légèreté. La plupart du temps, c'est quand même avec un ballon, mais ça peut m'arriver de mettre une session d'échauffement un peu déconnectée du handball. Donc oui, pour le coup, là-dedans, je me retrouve énormément. Et puis c'est pareil, j'essaie de faire preuve un peu d'empathie comme lui le faisait pour des raisons qui sont différentes, mais voilà. Et après, quand je dis que je suis un autodidacte, c'est que par contre, quand je commence à 23 ans, j'ai l'impression que personne n'a envie de m'aider, mais parfois parce que personne ne peut le faire. À ce moment-là, les gens qui peuvent m'accompagner en structure de proximité sont des gens avec qui je suis concurrent. L'entraîneur de Bègue qui est en première division à l'époque, l'entraîneur Mérignac qui est en première division à l'époque. Je ne vais pas dire à ces mecs-là qui sont à une demi-heure de moi, je peux venir, on peut manger ensemble et tu vas me dire ce que tu fais un peu, quoi. Donc voilà. Soit ils n'avaient pas envie, soit j'ai eu le sentiment qu'ils n'avaient pas envie de m'aider. Et pour le coup, là, c'est des bouquins, de la lecture, de la curiosité personnelle, voilà. Et personne pour le coup peut dire qui m'ont accompagné. Et aujourd'hui, pour le coup, c'est un peu pareil.
c'est pas eu égard du parcours qu'est le mien, bien sûr, pas cette prétention-là, mais au regard de l'activité qu'elle a mienne aujourd'hui, entraîneur de Metz et de sélection. Pareil, je me vois difficilement appeler un collègue et dire ouais, tu fais quoi? Moi, ça me dérangerait pas parce que j'ai plein de choses à apprendre, mais la démarche, elle est dure, quoi. Donc voilà. Ok. Mais du coup, la suite, on la connaît. Bah, comme tu dis, tu as été le plus jeune entraîneur en D1 à seulement 23 ans. En 2015, donc, tu signes à Metz, où tu es actuellement, un des plus grands clubs de handball français, avec déjà un beau palmarès. Alors, je vais faire un bond en avant, parce qu'il s'est passé plein de choses depuis 2015. Mais donc, quadruple champion de France, nommé 4 années à la suite meilleur entraîneur français. Tu atteins en Ligue des champions féminines le stade des demi-finales, donc c'est une première pour un club français. Mais ça ne te suffit pas, comme je l'ai dit au début de cette interview, tu acceptes en février 2019 d'être nommé sélectionneur de l'équipe nationale des Pays-Bas. Comment elle s'est passée ta nomination et pourquoi les Pays-Bas? Alors dans le désordre, pourquoi les Pays-Bas? Parce que c'était les seuls. C'est aussi simple que ça. J'avais eu le Brésil 3-4 ans avant. Ça se passait super bien, ça m'aurait intéressé. Parce que sur le Brésil, j'ai un avis tranché, c'est que je me dis, il doit y avoir des joueuses de talent incroyables au Brésil qui sont peut-être pas bien coachées ou qui sont peut-être pas bien drivées parce que les conditions quotidiennes d'entraînement ne permettent peut-être pas au talent de s'exprimer au mieux. Mais je vois les 2-3 joueuses brésiliennes, alors j'imagine bien que ce sont les meilleures aussi, mais qui sont arrivées en France, il y a le talent hallucinant et je me dis, il doit y avoir des choses à faire que personne n'arrive encore à faire et je me suis dit, on doit pouvoir créer des choses géniales. Sauf que pour le coup, et ça je le comprends, au dernier moment, quand tout est d'accord, le président de la Fédé me dit par contre, ben pour nous c'est un poste à temps plein quoi. Et j'ai dit bah ouais mais moi je peux pas, moi j'ai Metz, moi aujourd'hui je suis jeune, ça fait 5 ans, juste je venais d'arriver à Metz, tu vois, donc et moi je lui dis c'est même pas corrélé au fait que j'arrive à Metz, je dis moi aujourd'hui j'ai envie d'entraîner tous les jours quoi. Et c'est complexe pour moi de me dire et en fait je le comprends parce que du coup ce qui faisait que le poste de Brésil était intéressant, c'est aussi la raison pour laquelle il faut un temps plein, c'est être au Brésil, regarder ce qui se passe, etc. Et donc, il y a eu, quelques années après, la sélection des Pays-Bas. Ça a été assez vite. C'est en janvier, en fait. Les Pays-Bas font 3e de la dernière compétition. Et puis, je crois qu'il y a un conflit latent entre le sélectionneur de l'époque, quelques joueuses, la fédération, enfin, quelques griefs dont j'ai jamais trop connu les tenants et les aboutissants vraiment, et j'ai pas voulu aller plus loin. La sélection m'appelle en janvier pour dire, voilà, la coach va s'arrêter, va changer. Et on cherche quelqu'un, est-ce que tu es intéressé quoi? Et du coup, je dis ben j'y pensais pas du tout. C'est en janvier en fait encore une fois et puis c'est vrai que dans mon intellect, je me dis OK, on parle de tout ça en janvier en juin pardon, pendant l'été et puis on se laisse 2-3 mois. Là pour le coup, il faut aller assez vite quoi. Parce que il y a quand même une échéance en mars donc ça va assez vite même si elle n'était pas fondamentale. Et en janvier, je me dis bon OK, Nick Groot s'était arrêté, pardon, Yvette Bror s'était arrêté quelques temps avant. L'équipe a montré quand même malgré tout sans elle un peu de stabilité. C'était la meilleure pivot du monde, mais l'équipe semble avoir de la ressource quoi. Je réfléchis, je suis pas loin de dire oui et puis une semaine avant, j'attends que Nick Groot, qui est la meilleure pour moi demi-centre du monde hein, vraiment, ou avec l'une des deux meilleures avec Stine Hoftedal, décide d'arrêter et je me dis putain c'est pas pareil là, hein. C'est pas pareil du tout. On a parlé tout à l'heure, peut-être des doutes qui étaient formulés à mon égard sur la capacité que je pouvais avoir à faire encore un peu plus. Et sur le fait que je serais attendu, je me dis waouh, là par contre, ils ont fait 3e. Comment moi je peux assurer une stabilité sans elle? Pas simple quoi, pas simple. En sachant qu'on parle jamais d'objectif avec la sélection ou avec tout du moins les têtes pensantes de la sélection. Et puis je dis c'est parti quoi, le challenge il est malgré tout super. Et puis il y en a marre aussi parfois de penser un peu vers le bas en disant est-ce que je vais pouvoir faire mieux que la personne qui était avant moi? Je dis écoute, on fait moins bien, on fait mieux, c'est super. Et puis on pense pas trop à ça quoi. Et puis je vais te raconter une toute petite anecdote qui vaut ce qu'elle vaut. Les filles alors peut-être un peu aussi sous l'emprise de quelques verres d'alcool qu'elles avaient dû ingurgiter au sortir du mondial et de la finale, dans la soirée juste après le mondial, me disent t'as rappelé Manu ton premier discours avec nous? Je dis bah ouais bien sûr. Elle dit tu veux pas savoir comment on était sceptiques, comment on a rigolé un peu entre nous, parce qu'en fait quand je suis arrivé j'ai fait un premier PowerPoint et j'ai dit voilà moi mon ambition c'est d'avoir une médaille quoi. Donc
8 mois après, je veux qu'on arrive à faire dans les 3 premiers. Et donc déjà, les filles, elles sont quand même assez lucides, sans Nick Groth. Bon, a priori, elles avaient déjà un peu discuté dans la semaine en disant, ouais, il est peut-être un peu ambitieux. Et puis la fin de semaine, elle se passe. Je reprends mon PowerPoint du début de semaine dans son intégralité. Et en fait, j'anime le PowerPoint avec celui que j'avais déjà parlé. Donc j'avais dit, voilà, vous avez parlé de la rigueur, etc. J'ai vu qu'on pouvait en mettre. Voilà, il faut en mettre encore un peu plus que ce que j'ai pu voir cette semaine, etc., etc. Et donc on parle sur ça. Donc je dis vraiment, je reprends le même PowerPoint, je m'emmerde pas trop. Hein. Et puis par contre, je l'anime avec des traits, c'est barré, c'est pas barré, etc. Et puis sur l'entête, je veux faire une médaille. Je dis voilà les filles, je me suis trompé. Je les ai vues dans la semaine, j'ai observé. Je pense que je me suis trompé quand j'ai ambitionné de faire 3e. Je veux gagner, je veux qu'on soit champion du monde et je pense que on est capable de le faire quoi. Et du coup elles sont revenues sur mais mec t'étais malade. On a rigolé de s'imaginer champion du monde ensemble sans Nick Groth, etc., etc. Et puis voilà quoi. Et puis après le dernier jour avant qu'on s'envole pour le Japon. On a fait une réunion importante entre nous parce que le lendemain, on avait un point presse très très conséquent avec toutes les institutions locales, nationales et européennes presque, et tous les journalistes étaient là aux Pays-Bas juste avant qu'on décolle. Et on s'est dit, ok, il faut qu'on ait un discours commun. On s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire quoi. Et du coup, l'idée c'était de dire, ok, on va dire qu'on veut faire dans les 6 premiers, c'est réaliste quoi. 6 premiers, ça nous assure un TQO, donc un tournoi qualificatif olympique, puisque à l'époque on n'était pas qualifié. Et on s'est dit, ok, il y a énormément de jeunes. On était la deuxième nation la plus jeune à partir au championnat du monde. Et tout le monde a dit, ok, c'est super. 6e, ça veut dire, alors pardon pour le calcul, mais ça veut dire qu'on passe au premier tour et qu'on fait 3e du second tour. Ça ne nous assure pas une demi-finale, parce que c'est les 2 premiers. Par contre, ça nous assure un match 5-6 et ça nous assure aussi un TQO. Il y a 24 équipes, faire dans les 6 premiers, c'est super. On est parti sur ça. Et après, l'histoire, tu la connais un petit peu. Et puis voilà quoi. Bah, du coup, justement, alors l'histoire, on la connaît un petit peu. C'est grâce à toi et les joueuses, bien sûr. Les Pays-Bas succèdent donc à la France pour être championne du monde de handball féminin. Est-ce que tu peux me retracer rapidement un peu cette compétition ? Je sais pas si j'aurai assez de tête et de mémoire, mais un jour, si j'ai un livre à écrire, je pense que je pourrais le faire sur cette compète-là ou sur ma prise de fonction avec les Pays-Bas. D'abord, je pense que vraiment que notre avant-compète, elle est super bien gérée. Quand est-ce qu'on est parti au Japon, quand, quoi, comment. Pour le coup, je te passe un peu les détails, mais c'est super. Les timings, pour moi, me semblent excellents. Pas trop tôt. On n'est pas la première équipe à partir. Certaines partent bien avant nous. Alors qu'on connaît tous le décalage horaire, la nécessité etc., etc. On part pas les premiers. On arrive là-bas. On n'est pas l'équipe à jouer le plus de matchs amicaux non plus, une fois qu'on est sur place. Certains ont fait jouer d'un tournoi, pas nous, etc., etc. Donc, je pense que la prépa, elle est plutôt intéressante. Après, par contre, je te dis ça, mais on perd le premier match contre la Slovénie. Et je peux te dire que là, alors la France, avant nous, avait perdu ce premier match contre la Slovénie en finissant champion du monde. Alors oui, je m'en sers dans le débriefing d'après-match quand on perd. N'empêche que on sait aussi avec beaucoup de lucidité qu'on n'a pas le vécu et le recul de la France, quoi, et qu'on n'a pas les compétences de la France individuellement et assurément collectivement, puisqu'on est quand même très 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 neuf ensemble. Et là, il faut que je prépare. Je t'explique tout vraiment. Eu égard de ma maîtrise relative de l'anglais et de l'importance que je porte aux mots, je dis à mon manager, les débriefings de match, on les fera à l'hôtel. Parce que l'hôtel, il est à 15-20 minutes et ça me laisse le temps entre le moment où les filles sortent du vestiaire. Personne ne se douchait là-bas. Mais ça me laisse le temps entre le moment où les filles sortent vont au vestiaire, récupèrent leurs affaires, le bus. Ça me laisse 20 minutes pour préparer mon discours et pour essayer de trouver les mots les plus justes pour remotiver tout le monde, quoi. Et puis là, contrôle antidopage. Et mon manager me dit, écoute, Manu, soit tu fais ton discours maintenant avec toutes les joueuses, y compris celles qui vont devoir rester sur site pour faire le contrôle antidopage, qui étaient des joueuses importantes du groupe et que je pouvais pas ne pas inclure dans mon discours. Soit tu rentres et tu fais sans elles, soit tu le fais maintenant avec elles, quoi. Et là, je me dis, bien sûr que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse avec elles, quoi. Et puis c'est parti, quoi. Je me note 2-3 mots sur mon tableau. Et puis c'est parti, quoi. Avec à l'issue de ce discours-là, qui fait 10 minutes, les applaudissements corrélés à un mec qui a peut-être pas été brillant dans ce discours d'après-match, mais aussi à la tristesse liée du premier match. Et tu sais comment ça se passe dans un vestiaire quand les gens applaudissent sans avoir envie, c'est des trucs.
Je sais pas si ça va être parlant pour vous, mais ça fait des, voilà, ça fait des trucs qui sont pas et je me dis à ce moment-là, comme une mauvaise blague. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dans le truc, bah mec, ta blague, elle était moyenne, quoi. Donc voilà, on en est là. Après, il y a énormément de vidéos pour ce match-là, mais en même temps, putain, tu te dis, ben ouais, mais il y a ce match-là, mais il faut absolument gagner l'autre, parce que là, pour le coup, si tu perds l'autre, tu rentres vraiment à la maison, quoi. Ouais, là, ton discours, c'est plus le même, là. Ah ouais, non, mais là, c'est plus le même du tout. Donc, tu te dis, mais j'ai celui-là à faire, et j'ai l'autre, quoi. Donc, voilà, en sachant que dans le bus, comme le discours était fait, je regarde sur mon iPhone, je me dis, est-ce que les Pays-Bas ont déjà été éliminés au premier tour d'une compétition internationale? Et je me dis, ah ben non, je serais peut-être le premier. C'est une première. Ouais, ça serait une belle première. Et puis après, j'ai appris énormément de choses là-dedans. Je pense que c'est pas quelque chose dont je pourrais me resservir pour l'Euro, parce que dans l'Euro, les modalités de jeu d'une équipe à l'autre sont pas les mêmes, mais se rapprochent quand même. Alors que les championnats du monde, les jours se suivent, les adversités se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Le timing, il est fou. Tu joues 2 jours d'affilée, 1 jour de repos, 2 jours d'affilée, 1 jour de repos. Tu joues tout le temps. Tout le temps. Et je t'explique, hein, notre adversaire numéro 2, c'est l'Angola. L'Angola, c'est une équipe de malades. Elles ont 2 pivots, probablement dans les meilleurs du monde, mais elles jouent à 7. Peu de gens jouent à 7 dans la compète, par exemple. Elles ont des pivots énormes. Est-ce que ça correspondait plus à notre profil que la Slovénie un jour avant? Je sais que, par exemple, nous, on a mis 15 buts à la Serbie. La Serbie a fait peur à tout le monde dans la compète. La Serbie a gagné l'Angola, a gagné la Slovénie, a tenu la Norvège, a gagné tout le monde. Dans le second tour, la Serbie a été un allié énorme parce qu'ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu la Corée, ils ont battu le Danemark. Tu vois, des trucs incroyables, quoi. Enfin, où ont eu des résultats très probants contre ces équipes-là, là où nous, on les a balayés. Donc voilà, la leçon, c'était l'adversité d'un jour et pas celle du lendemain. C'est ce qui m'a amené très vite à me dire, ok, on a gagné, on a perdu celui-là, on passe à autre chose. C'est parti là. Ok, on joue sur cette équipe-là. Et puis derrière, on y reviendra après peut-être. Les matchs avancent, on prend confiance et puis bon, les résultats font que ça s'enchaîne plutôt pas mal, quoi. À la fin, tu finis champion du monde avec cette équipe des Pays-Bas. Donc, c'est un match contre les Espagnols, c'est bien ça? Ouais. Où d'ailleurs, les Espagnols ont pris l'avantage dès le début, 9-5. Est-ce que tu as un mot que tu dis à ton équipe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu peux les encourager plus? Comment tu coaches à ce moment-là pendant le match d'une finale? Ouais, tu sais déjà, en amont de cette finale-là, il y a des choses qui me reviennent à la tête. Tu sais, des fois, quand il y a un calendrier qui sort, on te demande c'est un bon ou mauvais calendrier. Et j'ai pris pour habitude, alors c'est peut-être facile de dire il n'y a pas de bon ou de mauvais calendrier, il n'y a que les calendriers, des matchs qu'on gagne ou qu'on perd, quoi. Et le match que tu gagnes t'amèneront à dire que c'était un bon calendrier. Si tu perds, on te dira que c'était complexe. Et c'est un peu pareil avec l'adversité de la finale, même si quand la Norvège, quand l'Espagne gagne la Norvège en demi-finale de l'autre côté, tout le monde me dit putain c'est génial, l'Espagne c'est moins bon. J'ai dit bah c'est moins bon, vous êtes gentils, vous y sont quoi. Mais en fait dans ma tête je me dis que les joueurs doivent sensiblement penser la même chose, quoi. C'est humain hein, peut-être, mais de se dire cool, c'est pas la Norvège, parce que nous on avait déjà battu la Norvège en poule. On avait battu les Pays-Bas n'avaient jamais gagné la Norvège, et donc c'est la première fois, et donc tu vois, et tu te dis, il y a des filles dans leur tête, c'était dit putain, pourvu qu'on joue pas la Norvège, parce que le sentiment de revanche qui va les animer va être terrible, quoi. Et en fait je me dis putain, on n'était pas prêt à jouer une équipe qui avait un sentiment de revanche par rapport à nous, parce qu'on les aurait imaginés plus motivés que nous. Et là on se dit cool, quoi. Et je me dis, c'est énorme. Mais je le sens dans l'environnement proche, pas les joueuses, parce que je parle pas avec elles de ça, mais tout le staff, la manager, le doc, le kiné, tout le monde me le dit. Et tu sais, hein, le kiné, il passe du temps avec la fille au massage, la manager, elle s'entend bien avec les filles, une discussion par-ci, par-là. Et ça va très, très vite, quoi. Et moi, je pense qu'on est un peu là-dedans aussi sur le début de match. Et du coup, dans le temps mort, que je prends moi vite, je dis, franchement, ok, on a encore, je le prends avant le quart d'heure, je dis ok, on a encore plus de 45 minutes pour relancer la vapeur tranquillement. Ne cherchez pas à revenir trop vite, c'est souvent le piège des équipes qui sont parfois un peu meilleures ou qui sont parfois peut-être qui cherchent à revenir trop vite dans une partie qui ne s'engage pas bien pour elles, veulent revenir très vite, prennent un tir un peu précipité en fin de grand espace et du coup se font contrer par des gens qui étaient même pas revenus, enfin tu vois, des trucs un peu hérissant. Donc je dis voilà, ok, on va revenir tranquillement.
Et puis ça va se faire. Je nous pense un peu meilleur. Donc laisser le temps faire la sauce. D'autant plus que j'ai pas le sentiment. Alors certains se stabiliseront ou ne garderont en tête que la dernière possession. D'autant plus que j'ai pas le sentiment que sur le premier quart d'heure on est super bien sifflé non plus. Donc je me dis ça va revenir tranquillement à la normale. Donc voilà, je m'affole pas outre mesure, et pour le coup, les choses me donnent un peu raison, puisqu'à la mi-temps, on repart avec un avantage correct, quoi. Bon, du coup, c'est la finale gagnée, c'est le titre qui a été gagné, et toi qui es sacré donc cette année pour l'année dernière meilleur entraîneur du monde. Je vais aborder la dernière partie, donc c'est des petites questions. Si tu rencontres la France en finale des prochains Jeux, j'imagine que tu vas tout faire pour gagner, ou tu délègues ton rôle d'entraîneur pour ce match? Je ferai tout pour gagner, hein, sans aucun problème, bien sûr. Non, enfin, je ferai tout pour gagner, dans la limite de l'acceptable, bien sûr. Donc, concrètement, tu sais, ça c'est mon quotidien Metz Handball. Je le dis sur mon fil, je suis pas prêt à tout faire pour gagner. C'est l'expression que je prends souvent. Je suis pas prêt à bouffer de la merde pour gagner le week-end. C'est-à-dire que je veux une attitude exemplaire de tout le monde la semaine. Et celle qui marque 10 buts le week-end, si elle est pas bien la semaine, je t'assure qu'aujourd'hui, elle jouera pas le match. D'accord. Ouais, vraiment. Parce que j'ai un peu d'expérience et de vécu, et que je pense que le match que je peux perdre là, je peux m'y retrouver plus tard dans l'année si cette fille-là, elle comprend les choses. Et donc, voilà, ma réponse, elle était peut-être pas pertinente et judicieuse. Dans la mesure du possible, je suis prêt à faire beaucoup de choses pour gagner. Voilà, c'est plutôt ça. Mais par contre, je ne déléguerai pas mon rôle Ouais. d'entraîneur, bien sûr. Et du coup, peut-être un jour, alors t'as parlé du Brésil tout à l'heure, mais si un jour t'avais une prochaine équipe que tu voudrais entraîner, peut-être l'équipe de France, est-ce que ça te plairait, ou plutôt aller vers un autre pays comme le Brésil? Je sais pas du tout. Si demain sur le papier, on me dit t'as la France et le Brésil, je préfère la France, bien sûr. Mais maintenant, ça je le sais, Roland, que c'est des choses qui sont dures à entendre pour les gens, franchement. Mais je cours pas après non plus du tout. Et en fait, pour plein de raisons aussi, et c'est peut-être surprenant, mais aujourd'hui, il y a un coach en place. Franchement, à part leur dernière compétition, ça marche super bien pour elles et pour cette équipe-là. Elles ont fait des podiums et des médailles de partout. Donc, et moi, je le dis, dans mon activité d'entraîneur, Metz Handball pour le coup, pour l'instant, ben c'est aussi ce qui me permet de manger tous les mois les résultats de l'équipe de France. Donc, j'ai pas envie de leur souhaiter une deuxième mésaventure pour qu'un poste se libère, etc., etc. J'ai des relations tout à fait cordiales avec le sélectionneur. C'est un mec assurément brillant et talentueux. On n'a pas des résultats sans ça, je le pense pour le coup. Donc voilà, je leur souhaite plein de belles choses, et je cours pas après ça. Par contre, après, pour le coup, c'est différent que de dire tu as deux nations qui te sont proposées, laquelle tu préfères. Ben, bien sûr, je suis français, et je préfère entraîner l'équipe de France. Mais voilà, tous les jours, j'envoie pas les textos à droite à gauche pour savonner la planche du coach en place. Bien au contraire. L'autre jour, on s'est appelé, je lui ai dit voilà, j'ambitionne ça pour cette joueuse-là qui est chez toi aussi, qu'est-ce que t'en penses? T'es pas contre? Parce que c'est pareil, c'est aussi mieux pour la joueuse, hein, vraiment qu'elle sente que tout le monde s'entend plutôt pas mal, et que les choses vont dans ce sens. Donc voilà. J'ai une dernière question. Si tu as un conseil que tu donnerais à une personne qui voudrait devenir entraîneur? Sois passionné et fais-le que si tu as réellement envie de le faire, et que si tu es réellement prêt à vivre des moments complexes et des coups durs, etc. Souvent, avec le recul, je me dis que si avec Metz, avec Mios, pardon, ma première année ne nous avait pas vu finir troisième, je te dis n'importe quoi, si je suis relégué la première année, putain, je pense que j'arrête, quoi. Et en fait, c'est une bêtise, parce que c'est pas ce qui fait de moi un bon ou un moins bon entraîneur, quoi, vraiment. Et j'espère que j'aurai eu les ressources pour, quoi. Donc voilà. Maintenant, ouais, il faut aimer ça, aimer son activité. Il faut être prêt à. Moi, je bouquine beaucoup, je me renseigne, je vais sur Internet, je regarde ce qui se passe, je regarde des matchs beaucoup. J'ai toujours beaucoup regardé énormément de matchs. Puis après, voilà, c'est dur. Mais déjà, si t'es passionné, que t'es prêt à te nourrir de ce qui se fait à droite, à gauche, dans ton sport ou pas, hein, et puis même dans l'aspect psychologique, intellectuel de choses, c'est aussi fondamental. Et puis derrière,
ne pas s'effondrer à la première déconvenue. Des fois, ça a été très très dur pour moi. Et puis voilà, j'ai essayé de trouver les ressources, mais franchement, je te jure que des fois, avec Mios, on perdait le match le samedi. Le lundi, il fallait que je me relance sur un débriefing. Qu'est-ce que c'était dur de devoir faire face à 16 joueurs, de devoir trouver les ressources pour les amener à faire plus, etc. Donc voilà, c'était complexe, quoi. Complexe. Mais bon, voilà. Donc du courage, de la passion, de la volonté aussi de se stimuler intellectuellement, et puis ça devrait passer. Bah merci pour tous ces conseils. Merci Emmanuel pour toute cette interview, cette discussion avec toi. Merci à toi. C'est très inspirant et puis j'en ai appris beaucoup aussi. Je te souhaite plein de bonnes choses avec l'équipe de Metz et aussi les Pays-Bas dans la mesure du possible. C'est-à-dire que si ça arrive en France en finale des JO, bah, je te dis pas que je vais supporter les Pays-Bas, mais... T'en veux pas, je te comprends aisément et j'aurais fait la même chose à ta place, crois-moi. Ok, plein de bonnes choses pour la suite pour toi et puis à très bientôt. Merci Emmanuel. Ça marche, avec plaisir, à très vite Renan. Bon courage à toi. Cet épisode vient de se terminer et je vous remercie pour être arrivé jusque-là. N'hésitez pas à me faire vos commentaires ou vos retours via les réseaux sociaux, ça permettra au podcast d'être toujours au top. Sur Instagram, c'est @bronchartmikhailov, BRONCHART MIKAILO2F. Et encore une fois, si vous pouvez me mettre un petit commentaire et une note 5 sur 5 sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément à le diffuser au plus grand nombre. Vous pouvez aussi partager la clé du succès à tous vos proches pour le faire connaître. Merci à tous, encore une fois, le prochain épisode sera un peu particulier puisque j'accueillerai une personnalité qui permet aux sportifs d'atteindre leur meilleur niveau sans même leur parler de leur sport. Ça se passe dans nos assiettes et au niveau de notre ventre. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve très bientôt. Salut!